Eh bien, les élections américaines, il y a beaucoup à dire. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous nos deux invités éminents. Monsieur Volker Wynford, le président ou doyen des correspondants étrangers en Égypte. Bonsoir. Bonsoir. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Rania Qamar, qui est professeur en l'histoire des idées à l'université de Helwan et à l'université de Nice. Dr Rania Qamar, bonsoir et bienvenue avec nous. Merci. Eh bien, les élections américaines, aujourd'hui, les gens ne sont pas couchés de bonne heure et tout le monde a suivi de très près les élections américaines. Et à la grande stupéfaction du monde entier, entre partisans et non sympathisants, si on peut le dire, le républicain Donald Trump a remporté les élections. Et finalement, les gens parlent et les médias parlent de choc. Comment pouvez-vous analyser ce choc ? Je vous dis, la journaille et les journaux, il y a une différence. C'était accoutumé à lancer des attaques personnelles même contre la personne même du nouveau président maintenant, à des raisons plus ou moins, on peut dire, pas très profondes. Après tout, il était clair dès le commencement qu'une grande partie de la population américaine, pas seulement dans les rangs du parti républicain, non, le peuple même voulait se débarrasser d'une façon ou l'autre de l'arrogance insupportable et continuée des élites auto-créées à Washington. Et c'est une affaire qui, je crois, commençait il y a plus que 15 ans, 16 ans, avec beaucoup d'expériments à l'intérieur et à l'extérieur, ce qui coûtait les Américains, ceux qui payent la douane et les taxes, beaucoup de... Non, je crois, l'arrogance représentée, personnifiée par l'ex-secrétaire d'État était développée d'une façon que la majorité des Américains tels qu'elle a commencé. On commence maintenant seulement d'analyser ces choses-là. Et pas seulement dans le parti républicain, qui n'était plus prêt de continuer à accepter les dictats et cette arrogance. Donc, d'après vous, M. Wynford, c'est une question d'arrogance, mais il y a aussi des propos que le monde a jugé ou a qualifiés de racistes avancés par Donald Trump. Et pour la première fois de l'histoire de l'humanité, nous voyons un candidat qui, avec une voix très haute, prononce des propos aussi racistes. Vous qui êtes spécialiste en histoire d'idées, comment voyez-vous ces idées ? Moi, en fait, comme la majorité des gens en Égypte et à l'étranger, j'ai été aussi un petit peu étonnée par ce résultat, par la victoire de Trump, parce que justement on l'accusait de raciste, on l'accusait de sexiste, on l'accusait de misogyne même, et de hautain, de pur capitaliste, voilà. Mais en fait aussi, à côté de ceci, nous avons, je pense, ce qui a fait ce déclic-là, c'est que pour Hillary Clinton, elle comptait surtout sur les électeurs hispaniques, les électeurs latinos, et donc eux-mêmes, une grande partie d'entre eux, et aussi afro-américains, se sont abstenus d'aller voter en pensant, depuis les premiers résultats des sondages, que c'était déjà acquis pour Hillary Clinton. Donc ça aussi, je pense que c'est une des raisons qui a fait qu'elle a remporté les élections.
À côté de cela, comme l'a indiqué aussi notre invité, à côté de cela, le côté corruption de Hillary Clinton, parce qu'actuellement on l'appelle entre guillemets la reine de la corruption. Donc il y a eu plusieurs affaires dans lesquelles elle est enlisée qui peuvent mener à ce que les électeurs votent pour Trump, en plus d'un besoin de changement, de nouveauté. Parce que Hillary Clinton allait continuer, bien sûr, sur la même politique de Barack Obama. Mais il n'avait aucune expérience, il n'a aucune expérience, aucun parcours politique. Est-ce que ceci ne présente pas une entrave, d'après vous? Ça représente une énorme entrave, mais les États-Unis, c'est un pays d'institutions. Donc, il ne va pas diriger le pays seul, en fait. Il y aura la politique précise des pays dans les grands dossiers est déjà dessinée. Donc, et nous avons remarqué depuis son premier discours, après la victoire, qu'il commence à changer de ton, à tendre la main vers tout le peuple américain et même les anti-Trump aussi. Donc, c'est un début, c'est un bon début, je pense. Il commence à tempérer un petit peu son discours. Et je suis sûre aussi que plus tard, il devra respecter certaines lignes précises de la politique américaine. Monsieur Winfourd... Permettez-moi d'ajouter quelque chose. Un grand pourcentage de ceux qui donnaient leur voix à Trump se ressentaient méprisés par les élites de Washington. C'est une sorte de clic dans leurs yeux. Et ils ont quelques raisons, si l'on commence à analyser. Je connais Washington très bien, etc. etc. Et après, à part de ça aussi, il faut dire que même dans le Parti démocrate, on trouvait assez de gens qui soutenaient quelques déclarations, plutôt idées générales, de leur adversaire politique officiel. Et en même temps, des membres, même membres importants, même des dirigeants du Parti républicain, n'étaient pas tous d'accord de ce que représente le nouveau président. Je veux dire, il parlait d'un mouvement, et je crois que c'est la meilleure description de ce qui se passe. C'est plus qu'un seul parti ou quelques idées d'un parti. Non, il essaie de répondre aux besoins, aux demandes, aux expectations des millions de citoyens, de concitoyens qui se ressentaient non respectés, méprisés. Et c'est clair. Très bien, mais dans quelle mesure pensez-vous que la droite en France et en Allemagne va investir cette victoire, va profiter de cette victoire, étant donné que l'Europe s'attend à des élections prochaines à partir du mois d'avril? Je vais vous dire une chose. En Amérique, il n'y a pas le phénomène qui existe dans quelques quartiers à Berlin ou à Paris. Je veux dire, l'Américain, n'importe dans quel parti, est patriote en général. Et en Amérique, dont la population est composée par des ex-immigrants, etc., et leurs fils, malgré tout, ils ont développé, tous, des exceptions, on peut les oublier, une identité américaine. Et c'est un développement différent en ce que nous observons en France, par exemple, et en Allemagne, à un certain degré, pas dans tous les autres pays d'Europe, non.
où l'identité nationale, comme s'expriment les dirigeantes, cette vogue vague, si vous me permettez de le dire, non, il n'est pas important, allemand, français, tout ça, c'est de hier. Non, en Amérique, ce n'est pas comme ça. L'Américain, l'éduqué, le riche, le pauvre, quand il entend l'hymne national, il met sa main sur le cœur. C'est plus qu'un mouvement, c'est une position générale. Ça ne veut pas dire qu'ils sont fascistes, ils sont discriminatoires, non. Mais le contraire n'est pas acceptable en Amérique. C'est le deuxième facteur. Mais le premier facteur était, je crois, le mouvement de ceux qui se ressentent méprisés, oubliés et d'une certaine façon même discriminés. Très bien. Docteur Rania Amar, en pensant à Marine Le Pen, oui. La première à le féliciter très tôt le matin avant tout le monde, Bien sûr, oui. Elle était fière. D'après vous, qu'est-ce que cette victoire lui a inspiré? Cette victoire lui inspire qu'elle aussi, elle pourra accéder justement à la présidence en France, parce que Marine Le Pen, dans les dernières présidentielles, a perdu, mais quand même, on voit qu'avec chaque élection présidentielle, ses partisans augmentent. Donc ça va être ça l'est déjà une grande victoire pour elle, parce qu'aux États-Unis, on a choisi justement un candidat qui s'est prononcé ouvertement contre, par exemple, l'islam, contre les musulmans, contre les immigrés. Donc, c'est justement son idéologie à elle. Elle peut compter aussi sur peut-être, pourquoi pas, une victoire dans les prochaines présidentielles en France. En même temps, je veux dire que ça, c'est dû toujours, bien sûr, Daesh et ce que commet Daesh au nom de l'islam, ce qui a terni complètement l'image de l'islam dans le monde entier. Et donc, les émigrés, les Arabes, par conséquent, en France, ils sont en un très grand nombre, ils représentent quand même des millions et des millions. Donc, elle veut transmettre aussi au peuple français que voilà, les Américains ont choisi une personne qui a des idées de droite pour protéger leur pays. Et donc, c'est ce qu'elle entend aussi faire. D'accord, des idées de droite. Comment est-ce que ces idées de droite vont se concrétiser? Dans quelle manière ces idées vont se concrétiser? Quel est leur impact sur les étrangers, sur les expatriés et sur les naturalisés? Donald Trump, dans son programme électoral, avait dit qu'il allait se débarrasser de 2 millions, je pense, ou plus d'immigrés étrangers. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire les renvoyer, les renvoyer dans leur pays. Et si leur pays n'acceptait pas cela, il avait l'intention d'annuler les visas octroyés aux ressortissants de ces pays. Légitime. En Allemagne, on a commencé à renvoyer les réfugiés qui ne sont pas légaux. Oui, des réfugiés, mais pas des immigrés qui ont une situation correcte et légale dans le pays. Ceux qui sont légalisés dans les États-Unis n'ont pas raison d'avoir peur. Il y a 11 millions qui se trouvent clandestinement dans les États-Unis, et c'est ce de quoi il a parlé. Il voulait aussi renvoyer les immigrés criminels aussi, se débarrasser d'eux complètement, ne pas accepter par exemple de donner de visa aux musulmans, ce qui est contraire à la loi parce qu'on ne peut pas exclure une personne à cause de sa religion. Bien sûr. Voilà, il voulait aussi l'idée du fameux mur qu'il veut construire. Et on dit que ce mur-là fait 3000 km de long et parfois on dit 1600 km de long. Donc pour séparer les États-Unis du Mexique et qui va coûter aux environs de 20 milliards d'euros. Et qu'il veut, donc Donald Trump a l'intention de demander au Mexique
de payer le prix de ce mur, ce qui n'est pas... De surcroît. Voilà. Mais est-ce ce qui n'est pas qu'à votre possible. avis, est-ce qu'il va faire ça? Est-ce qu'il sera capable Non, de faire ça? non, non. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Je ne pense pas. Il va commencer déjà avec les journalistes en off. Il disait que je ne vais pas mettre toutes ces si vous voulez, suggestions en exécution. Il disait que ce n'était pas vraiment possible, mais il le disait en off, pas ouvertement. C'est leurrer le peuple alors, si le peuple va les lire parce qu'ils sont d'accord avec ses idées, si les racistes l'ont élu, il leurre les racistes. Madame, pas avec le Si vous me mur, permettez, mais le principe. Oui. Elle va continuer et tout de suite... Oui, non, oui, ça c'est clarifier pour l'auditeur. Mais il sera en fait obligé, d'une part ou d'une autre, parce qu'il est limité par les lois. Et donc les lois ne permettent pas tout ce qu'il dit. Et même c'est pour ça que pendant sa campagne électorale, les démocrates ont dit qu'il avait un problème mental, qu'il fallait voir sa santé mentale. Donc, il ne pourra pas mettre en application toutes ces idées-là. Il le sait, mais juste le fait de tenir un discours raciste, il est raciste, on ne peut pas le nier, mais la mise en application de ces idées va être très difficile. Peut-être qu'il va en appliquer une partie, mais pas tout ce qu'il dit. Ce n'est pas possible. Selon la loi, ce n'est pas applicable. C'est pas possible. Mais est-ce qu'à votre avis, ce racisme va être transmis aux populations? Est-ce que les immigrés vont être maltraités à cause de ces propos? Je ne crois pas. Ceux qui se trouvent sur le territoire américain, légalement, n'ont rien à craindre, j'en suis sûr. Mais c'est dont je suis sûr que l'infiltration illégale sera vraiment très difficile dès l'élection de M. Trump. À part de ça, que veut dire droite, gauche, ne veut pas dire si beaucoup de choses. Et je ne crois pas que... Je ne considère pas tellement raciste. C'est un mot que l'on utilise quelquefois avec des gens comme ce fameux néerlandais ou le père de Marine Le Pen, elle-même est aussi déjà différente. Mais vous savez, en Union européenne, c'était la chancelière allemande, Angela Merkel, qui était la plus généreuse en ce qui concerne accepter, recevoir, aider les réfugiés, les immigrés du Moyen-Orient, de l'Afrique, même en ce qui concerne ceux qui venaient de l'Afrique, commencent maintenant à venir de l'Afrique noire. Mais la population allemande, dans les 16 États, la République fédérale d'Allemagne est composée de 16 États, a déjà exprimé leur opinion. Ils sont contre une immigration et une infiltration des centaines, des milliers de gens. Et jusqu'à maintenant, nous avons sur notre terroir allemand, je parle d'Allemagne, c'est le plus grand pays européen, sauf la Russie, plus que 200 000 étrangers qui ont profité de la porte ouverte, et nous ne savons pas jusqu'à maintenant où ils vivent, ce qu'ils sont. Et c'est bien sûr l'explication pourquoi dans les élections, le parti d'Angela Merkel a perdu. Voilà, justement. Est-ce que mais ce n'est pas une droitisme. Oui, mais dans quelle mesure ceci a affecté la position d'Angela Merkel? Angela Merkel est très faible maintenant. Et je ne crois pas qu'elle va essayer d'être réélue l'année prochaine. D'accord. Est-ce que, encore une fois, vous avez dit, je n'aime pas beaucoup cette question de droite et de gauche, mais est-ce que ceci va donner lieu à la droite allemande qui va fermer complètement les portes? Non, personne ne le fait. Non, même pas ça. Vous savez, le parti de la AfD, c'est le parti des alternatifs en traduction. Ils ont entre 9 et 12%, selon les sondages, n'est pas un grand danger. Ce n'est pas comme le parti
comme le Front National en France. En même temps, je dois dire que le développement en Allemagne maintenant, ces semaines, est déjà très différente si on le compare avec, disons, un an et demi avant. Mais l'Union européenne telle qu'elle n'a pas suivi la générosité d'Angela Merkel, allemand, et pas un seul État européen a accepté si beaucoup des réfugiés, des immigrés comme l'Allemagne. Obama déclare: je suis prêt d'accepter 50 000 Syriens, mon Dieu. Dans une année, l'Allemagne, avec une population de 80-85 millions, et l'Amérique avec 350 millions, nous avons accepté 1,1 million. Je veux dire, même les États-Unis d'Obama, ne parlons pas de la France, de l'Angleterre, etc., personne n'a fait plus que pas un dixième de ce que nous avons accepté. Mais je crois il faut voir que Trump est d'origine allemande. Il y a encore quelquefois il visite la maison de son grand-père en Allemagne, en Palatinat, pas loin de Francfort. Mais il a très bien observé ce développement et je crois, sans le savoir, il n'est pas contre une mondialisation avec bonne relation avec votre pays, mais c'est comme l'Union européenne. On ne veut pas abolir l'État national tel quel. Et c'est Charles de Gaulle, qu'est-ce qu'il disait? Oui à l'Europe des patries. Très bien. Madame Rania Amar, à votre avis, quelle serait... encore une fois, les États-Unis, c'est un pays d'institutions et chaque chef d'État ne peut vraiment pas agir tout seul. Mais dans quelle mesure est-ce que sa présence aurait un impact sur le Proche-Orient? Il y en a qui disent qu'il ne s'intéresse pas du tout au Proche-Orient. Et d'autres, il va affecter le Proche-Orient de par ses propos racistes. Comment le voyez-vous? Non, moi je ne le vois pas de cette façon en fait. Moi je vois que tout d'abord si on parle de sa relation avec le Proche-Orient, elle sera basée sur, il a dit en politique, l'isolationnisme des États-Unis, c'est-à-dire qu'il est contre un petit peu l'esprit militarisme d'Hillary Clinton. Il refuse des interventions militaires des États-Unis en Irak, en Syrie ou ailleurs. Et il l'a dit ouvertement, il a déclaré à plusieurs reprises qu'il pensait que cela augmentait le chaos au Proche-Orient d'un côté, d'un autre côté qu'il coûtait très cher aux États-Unis et donc que les États-Unis feraient mieux de se développer elles-mêmes davantage et d'aller vers le progrès et la croissance économique qu'il veut qu'elle atteigne donc 4%. Parce qu'en fait, est-ce que les États-Unis intervenaient de bon gré pour le bien-être du Proche-Orient ou est-ce que c'était pour protéger leurs intérêts ici? Exactement, c'était pour protéger leurs intérêts. Ce qu'il approuve uniquement, c'est le fait de ou prendre l'autorité sur les puits de pétrole. À part ça... Ce qu'il y a de mieux au Proche-Orient. Exactement. Donc les richesses, il ne faut pas oublier aussi que c'est un homme d'affaires. Donc il calcule tout. Pour lui, c'est les puits de pétrole, mettre la main sur les puits de pétrole et après, peu importe. Mais il est contre le fait de continuer, que les États-Unis continuent les frappes en Syrie, en Irak. Je trouve que c'est déjà positif. En ce qui concerne la politique avec Israël, ça sera la même politique. C'est un qui ne changera pas, je pense, pour la politique américaine, que ce soit Hillary, que ce soit Trump ou autre. Mettre la main sur les puits de pétrole, mais comment est-ce qu'il va jouer ça d'une façon qui aurait l'air d'être légitime? Comment? En fait, il prévoit une coopération beaucoup plus vaste avec la Russie. Oui. Il n'a pas précisé les détails. Donc on verra bien dans le proche avenir. Il n'a pas précisé les détails, mais on peut
un petit peu conclure qu'il y a donc toujours un bénéfice ou un intérêt commun entre les grandes puissances, si l'on peut dire. Est-ce que les relations vont reprendre à la lumière de la guerre froide entre les deux grandes puissances? Je pense que ça va être possible. Je pense que ça va être possible, oui. Parce que Donald Trump a dit et à plusieurs reprises qu'il allait donc tendre la main à Poutine et qu'il avait une autre vision de la coopération avec la Russie. Et déjà, Poutine est très heureux de la victoire de Trump. Et donc, je pense qu'il y aura une nouvelle sorte d'entente entre ces deux pouvoirs et on verra donc les conséquences. Vous, comment voyez-vous l'impact, je reprends la même question adressée à Madame, l'impact de cette victoire sur le Proche-Orient, à partir de votre vision d'occidentale? Pas occidentale, c'est mon opinion personnelle. Et je vous dis, il est clair qu'il ne va pas changer en ce qui concerne la situation palestinienne, veut dire Israël, la Palestine. Je ne crois pas qu'il va s'occuper de ça maintenant au commencement. Peut-être plus tard, mais jusqu'à maintenant, je ne vois rien. En même temps, je crois qu'il a accepté que les États-Unis ne peuvent pas être le policier mondial. Il accepte qu'il y a d'autres grandes puissances comme la Chine et comme la Russie et qu'il vaut mieux de coopérer avec eux, avoir des relations, bonnes relations, si c'est possible, et des discussions. Et je crois ça est le résultat des défaites et les échecs, la série d'échecs des expériments américains en Moyen-Orient, en Afghanistan, même au Pakistan, etc. etc. Et je crois aussi, en ce qui concerne la Syrie, par exemple, il n'a pas formulé des idées spéciales, mais je crois qu'il va retirer le poids américain militaire de cette région. En même temps, peut-être il va se mettre d'accord avec la Russie, pas seulement la Russie, avec quelques autres pays du Moyen-Orient. Je ne parle pas d'Israël, c'est autre chose. Enfin, d'arriver à une fin de ces atrocités que nous voyons. Et à votre avis, comment est-ce que l'Europe va formuler ses relations avec les États-Unis? Marine Le Pen, qui aussi souhaiterait sortir de l'Union européenne et défriter l'Union européenne. Oui. Déjà, dans un premier temps, juste après la victoire de Donald Trump, l'Union européenne a demandé un sommet États-Unis-Europe. Donc justement pour discuter avec Donald Trump de ses intentions, de sa politique étrangère en général au Moyen-Orient et vis-à-vis de l'Europe même. Certains pays, bien sûr, sont un petit peu suspicieux de sa politique et de sa vision des choses, surtout que, comme vous l'avez indiqué, il n'a pas l'expérience demandée dans le domaine politique. François Hollande, même aujourd'hui, a dit qu'il savait comment il allait gérer les futures relations avec Hillary Clinton, parce qu'il a déjà travaillé avec elle à plusieurs reprises, mais qu'il ne savait pas comment ça allait être avec Donald Trump. Mais de toute façon, la France continue bien sûr à coopérer avec les États-Unis. Donc on va s'attendre à peut-être au résultat de ce sommet qui est proposé par l'Europe, aux États-Unis. Et on verra ce qui s'en suivra. À votre avis, est-ce que Obama a réussi à réaliser quand même des points importants lancés lors de sa campagne électorale? Je ne pense pas. Moi, je pense que le peuple américain a été déçu de la politique de Barack Obama.
il n'a pas réussi à résoudre, par exemple, le problème palestinien. Il n'a pas réussi à satisfaire même les minorités dans son pays. Même le projet Obamacare qu'il a il s'est battu, si on peut dire, pour arriver à ce projet, ne touche pas aussi une bonne majorité des gens. Donc, je pense que le peuple américain, sa politique étrangère pour les Américains est décevante. Donc, je pense que intérieure et étrangère, je pense que c'est pour cela, c'est une des raisons principales qui ont poussé l'électorat à choisir Trump. C'est une déception par rapport à la politique de Barack Obama. Monsieur Winford, vous ne trouvez pas que les Américains ont été déçus pour la deuxième fois d'affilée entre George Bush et Barack Obama? À quoi s'attend-il? Voyez, ces deux hommes ont causé les désastres de la politique extérieure de Washington. La libération américaine de l'Irak était pas seulement une farce, c'était le contraire. On a établi un État confessionnel comme il faut. Une confession commande les autres, etc. etc. À part de ça, je crois, vous mentionnez maintenant l'inexpérience de Trump, je le vois, mais qui était Ronald Reagan, qui venait de Hollywood, qui était même Eisenhower, qui est un général de l'armée, mais sans expérience politique, mais ils avaient le pouvoir, l'utiliser, s'approvisionner avec ce qui leur manquait en expérience et des conseillers comme il faut. Et pourquoi supposons-nous que Trump ne va pas faire la même chose? Très bien. Eh bien, je tiens à vous remercier, éminent invité, pour votre présence et pour les propos très intéressants. Monsieur Volkert Winford, j'espère que j'ai bien prononcé, oui. Je fais de mon mieux. Vous êtes le doyen des correspondants étrangers ici en Égypte et Madame Dr Rania Amar. Amar ou Qamar, vous voulez? Amar, c'est pareil au même. D'accord, vous êtes professeur en l'histoire des idées. Merci d'avoir été avec nous. Vous êtes professeur à l'Université de Helwan et à l'Université de Nice. En fait, avant de vous quitter, eh bien, aussi aujourd'hui, puisque apparemment c'est une journée très animée, la police égyptienne a réussi à arrêter des membres suspects, des membres terroristes affiliés au groupe terroriste des Frères avant de commettre un attentat. Et nous allons vous laisser avec ces détails.